Bonjour à tous. Les Jeudis de l'été poursuivent leur voyage à travers les grandes œuvres du répertoire de la musique classique. Nous nous pencherons aujourd'hui sur une œuvre énigmatique et pourtant l'un des flairons du répertoire orchestral, la 8e symphonie de Franz Schubert. Une œuvre datée d'octobre 1822 et restée célèbre tant par l'extraordinaire beauté de sa musique que par l'inachèvement. Oui, la symphonie inachevée reste aujourd'hui encore l'une des œuvres favorites des mélomanes et des musiciens, et d'aucuns pensent même qu'elle contient la quintessence de la pensée d'un jeune homme de 25 ans, un surdoué de la musique. Car ce qui frappe l'imagination quand on évoque Franz Schubert, c'est d'abord la terrible brièveté de sa vie. Même au début du 19e siècle, mourir à 31 ans était anormal. C'est ensuite l'énorme production qui accompagne cette existence trop tôt écourtée qui étonne, puisqu'on dénombre près de 1000 œuvres à son actif. C'est aussi un constat clair et ferme, Schubert était un homme de la mélodie, de la vocalité. Amoureux des poètes, sa production de leader occupe près des 2/3 de son œuvre, et c'est aussi dans ce qu'on nomme la petite forme qu'il semble exceller, comme le lied, où par essence, en exprimant en peu de temps tout un monde poétique, il ne dure que quelques minutes. Mais on retrouve le même procédé dans ses danses pour piano, dans ses impromptus, dans ses moments musicaux qui résultent des célèbres Schubertiades, dans lesquels on profitait magnifiquement de l'instantané, de l'impromptu et de l'inattendu. On attend parfois moins Schubert dans la grande forme, et pourtant, toute sa musique de chambre, toute sa musique de piano, des sonates de piano et symphonies, l'utilise magistralement et de manière géniale et unique, au risque de décevoir ceux qui considèrent parfois que Schubert a quelques longueurs, quand bien même on les qualifierait de divines. Franz Schubert est né à Vienne en 1797 et mort en 1828, à peine un an après la disparition du géant Ludwig van Beethoven. Fils d'une ancienne servante et d'un maître d'école, également violoncelliste amateur, il fait son apprentissage de la musique avec son père, lors de séances musicales familiales, peut-être d'ailleurs les ancêtres des Schubertiades. Et puis il étudie avec l'organiste de la paroisse de Lichtental, l'un des districts de la périphérie de Vienne. Sa jolie voix d'enfant, d'une rare pureté, lui ouvre les portes de la chapelle impériale et du Stadtkonvikt de Vienne, une école célèbre où il reçoit un enseignement général et de solides cours de musique. Il y devient l'élève d'Antonio Salieri, et c'est là qu'il participe à l'orchestre de l'école en jouant du violon et compose ses premières œuvres. Il a 13 ans. Au moment de la mue, il a engrangé suffisamment d'expérience pour diriger quelquefois le chœur du Stadtkonvikt. Mais sur les exigences de son père, il fait des études d'instituteur, qui ne l'intéressent pas, n'étant pas animé par la fibre pédagogique. Non, ce qu'il veut, lui, Franz, c'est faire de la musique et c'est composer. Même s'il tenta, quelquefois, toujours sans succès, de conquérir Vienne par ses œuvres de théâtre et d'opéra, Schubert ne fut jamais un ambitieux, et sa profonde modestie, même s'il était conscient de son génie, furent sans aucun doute la cause de sa pauvreté. Certes reconnu comme un jeune qui promet, sans plus, il restait humble face au génie qu'il admirait, Mozart, Haydn et surtout Beethoven, dont il était pourtant si différent. Schubert était un solitaire, un errant de la vie, un wanderer pour employer le mot qu'il utilisait si fréquemment. L'histoire nous a cependant laissé cette image d'un premier romantique qui, à l'inverse de Beethoven et de ses propos à visée universelle, déployait un langage intime, reflet d'un tragique individuel et l'exprimant avec une sincérité confondante, sans vision philosophique particulière et avec son âme seule. Cette solitude, malgré un groupe de fidèles amis très affectueux, sera intense et habitera toute son œuvre. Schubert fut longuement fragilisé physiquement et psychologiquement après avoir contracté vers 1822 une maladie vénérienne. En effet, la découverte d'une infection syphilitique le conduisit à une longue hospitalisation. À cette période de son existence, il composait la grande messe en la bémol majeur, la symphonie inachevée que nous évoquons aujourd'hui et débutait le cycle de leader La Belle Meunière. Et les thèmes de la mort qui accompagnaient régulièrement ses compositions antérieures s'intensifiaient sensiblement.
vivant, les succès de Schubert furent rares, et même après sa mort prématurée, seules quelques œuvres persistèrent dans la mémoire du XIXe siècle. Il fallut attendre sa redécouverte vers le milieu du XXe pour qu'enfin justice lui soit rendue. La symphonie inachevée date donc de cette époque du diagnostic de la maladie. Nous possédons 2 mouvements complets et une simple ébauche d'un 3e mouvement, un scherzo esquissé au verso de la dernière page du second mouvement. L'intention initiale était donc bien d'écrire une grande symphonie en 4 mouvements. Elle devait être le fruit d'une promesse que Schubert avait faite à la Société musicale de Graz, dont il était devenu membre d'honneur récemment. Il envoya rapidement les 2 premiers mouvements, qui ne furent jamais suivis des autres. Ils ne seront jamais joués et ne seront créés qu'en 1865, soit près de 40 ans après la mort du compositeur. Reste la question de l'inachèvement. Pourquoi diable Schubert n'a-t-il pas composé la fin de la symphonie? Plusieurs raisons s'imposent. La première est que tout simplement, le phénomène est très fréquent chez le compositeur qui a laissé un grand nombre d'œuvres inachevées. Ensuite, mesurons bien que la période du diagnostic de la maladie fut sans doute difficile à encaisser et a dû réduire sa disponibilité créatrice. Enfin, même si une nouvelle période d'inspiration voit le jour à partir de 1823, générant des œuvres exceptionnelles, comme pour n'en citer que 4 fameuses, la Wanderer Fantasy, la musique de scène pour Rosamunde, le cycle de Lieder de la Belle Meunière et le 13e quatuor à cordes, il reporte constamment le travail symphonique. Et puis nous voilà tout naturellement en 1824 où un certain Ludwig van Beethoven crée rien de moins que sa 9e symphonie contenant l'Ode à la joie de Schiller. Comment alors reprendre un travail laissé en friche si longtemps? Schubert préférera entamer une nouvelle symphonie en 1825, une 9e elle aussi surnommée La Grande, et qu'il n'aura pas non plus la chance d'entendre, puisqu'elle ne sera créée qu'en 1839 à Leipzig par Félix Mendelssohn sous l'impulsion de Robert Schumann. La symphonie est écrite dans la sombre tonalité de si mineur. Le début est singulier. Violoncelles et contrebasses murmurent un thème grave qui sera le thème générateur du mouvement entier. C'est ce qu'on peut appeler un thème épigraphe. La musique se met alors en route sur un pas de Wanderer. Le tempo indiqué semble presque contradictoire. Allegro, moderato. Une constante dans l'œuvre de Schubert, car un Wanderer n'est pas un promeneur. C'est un errant de l'existence qui suit la berge du cours d'eau de la vie que semblent nous montrer les violons dans leurs motifs sinueux. Les basses, quant à elles, scandent de manière sourde et persistante le signe fatidique du destin. Pom 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 pom. Pam 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 pam. Survient alors une sublime mélodie chantée par le hautbois et la clarinette. Elle est le premier thème et contient toute l'essence de l'épigraphe et le motif du destin. Elle est le thème même du promeneur solitaire. Après l'exaspération sonore que vous venez d'entendre, un appel de corps nous incite à retrouver le calme. Et c'est le superbe second thème qui s'élance doucement, tendrement par les violoncelles. Il est écrit dans un style populaire, presque pastoral, et s'approche de la valse. Un souvenir des jours heureux. Après tout, on est à Vienne, on danse. Schubert a beaucoup traité les valses, les Ländler et les autres danses dans les Schubertiades qui se déroulaient souvent dans l'arrière-salle de café viennois, où l'on dansait. Et puis, la danse est symbole de vie. Tant qu'on vit, on peut rester un peu dans l'espoir.
Superbe. On sait que la valse tourne et détourne. Elle peut même parfois donner le vertige, un vertige amoureux. La valse est en effet une danse de couple qui tranche radicalement par rapport aux danses de groupe et chorégraphies collectives des danses anciennes. La valse, c'est la sensualité, c'est la proximité des corps, c'est en un mot l'amour, que Schubert n'a connu vraiment qu'une seule fois, et il y a bien longtemps déjà. C'était lorsqu'il était amoureux de Thérèse Grob, une jeune fille de Liechtental, elle aussi, avec une jolie voix. Schubert l'aimait et était aimé en retour, jusqu'au moment où le jeune compositeur sans situation avait dû renoncer au mariage sous l'insistance de la maman de Thérèse. Schubert ne s'en est jamais remis. Et d'aucuns affirment qu'à l'approche de la mort, il avait gardé son émotion intacte. Oui, chez Schubert, le regret de ce qui aurait pu être, c'est cette notion si subtile de Sehnsucht, si chère au romantisme. Mais vous allez l'entendre dans un instant, ce souvenir merveilleux et ému conduit au vide, au silence et au désespoir, comme si le compositeur nous disait que le monde merveilleux d'hier s'était évanoui et laissait place au tragique et à la solitude. Une fois les thèmes énoncés, ils se développent de manière profondément tragique. Comme une lourde plainte, le motif épigraphe réapparaît, s'enroule sur lui-même en s'amplifiant en un énorme crescendo qui aboutit à de grands accords comme des déflagrations suivies d'ondes sismiques qui semblent évoquer la scène finale de Don Giovanni de Mozart où, rappelez-vous, le commandeur enjoint avec force le séducteur de changer de vie. Schubert, en contractant la syphilis, aurait-il associé la vie dissolue de Don Juan à la sienne, pourtant si peu comparable? Ce développement terrifiant atteint son sommet sforzando. La tension est insupportable, horrible, le présent, la maladie, tout a fait s'effondrer tout espoir, et puis soudain, de manière inattendue, comme une pirouette, cette longue section semble faire volte-face, et flûter au bois, en un motif douloureux, ramène des thèmes déjà énoncés qui viendront clore le mouvement si tragique. C'est bouleversant.
mouvement témoigne du drame que vit Franz Schubert à cet instant de sa vie. Il en est l'émanation profonde et demande inévitablement une suite, même si pour le compositeur, l'avenir semble pour le moins hypothétique. C'est pourtant là que débute l'Andante con moto, représentant encore plus clairement le pas du voyageur, qui malgré l'adversité doit continuer sa route, et advienne que pourra. Sur quelques pizzicati des basses, le marcheur se met en mouvement, il chemine. Et il semble contempler le paysage, il se ressource, il le respire. Ce paysage est parfois pastoral par les couleurs des instruments à vent. Mais le voyageur chemine encore, et trouve, au cœur de cette nature, de quoi nourrir son espoir et régénérer ses forces. Certes, semble-t-il nous dire, la route sera jonchée d'obstacles, et personne ne peut discerner le chemin au-delà de ces détours. Il y aura encore de nombreuses souffrances, et la clarinette, plaintive d'abord, semble nous le rappeler. Mais bientôt, elle chante la nature, celle que Beethoven déployait dans sa symphonie pastorale, celle qui affirme que l'homme est parti de la nature, et que Schubert adorait tant. Elle nous permet l'espoir d'exister encore à travers elle. Oui, tout ce mouvement nous indique que Schubert est bien ce Wanderer, forcé d'avancer dans l'épineuse existence, avec, comme nous tous, ses moments d'exaltation, ses espoirs, ses peurs et ses contemplations. Oui, Schubert, en nous parlant de lui, nous parle de nous. Et cette symphonie inachevée, enfin, pouvait-elle vraiment s'achever? N'était-elle pas le récipient de toutes les émotions de l'homme? Qui serait-il, lui, le petit Schubert, pour affirmer par un scherzo dansant un retour certain à la vie? Qui l'autoriserait à générer un final triomphant? Schubert n'est pas Beethoven, il n'en a ni la stature héroïque, ni la force tellurique. Il ne ressemble pas à ce géant qu'il admire tant. Lui, il n'est qu'un homme simple, confronté à son propre destin, comme nous tous. Cette symphonie, à défaut de ne pas comporter 4 mouvements, est achevée telle qu'elle l'est. Car à cette heure, Schubert ne pouvait plus présager de rien. Et donc, la fin du second mouvement prend congé de nous sur 3 points de suspension qui contiennent toutes les incertitudes de l'avenir.